Dans la nuit de jeudi à vendredi, une partie du 5e et du 14e arrondissement était encore concernée vers 23h30, indiqué de son côté Enedis, qui a par ailleurs présenté ses excuses à la population. Rappelons qu'aujourd'hui est encore programmé en France un grand délestage, et ceci au grand désarroi reprise, et ceci au grand désarroi des patients sous assistance respiratoire. La société Enedis prétend qu'il s'agirait d'un exercice que piloteront le distributeur d'électricité d'Enedis, RTE, qui gère le réseau électrique français et même les préfectures. Et puis toujours en France, nous poursuivons de son côté. Eh bien, depuis le mercredi 7 décembre 2022, un prêtre officiant dans le Deux-Sèvres est interdit de ministère public, a annoncé l'archevêque de Poitiers, Pascal Witzer. Le prêtre a donc avoué avoir commis des agressions sexuelles sur des mineurs dans les années 90 au Brésil. Les précisions. Cela commence à devenir récurrent dans l'Église catholique. L'archevêque de Poitiers, Pascal Witzer, a annoncé mercredi 7 décembre 2022 la suspension d'un prêtre italien des Deux-Sèvres qui lui a avoué avoir commis des agressions sexuelles sur des mineurs dans les années 90 au Brésil. Le père Gabriel Arcangelo Biagioni, prêtre de la paroisse Saint-Junien, en Méloise, puisqu'il s'agit de lui, serait allé spontanément se livrer auprès de l'archevêque. Rien n'est mentionné ni sur ce sujet, ni sur son ministère au Brésil dans le dossier qui le concerne à l'archevêché, ajoute-t-il dans un communiqué. Cependant, selon des informations, pour ces faits commis à l'étranger, aucune poursuite ne pourra avoir lieu en France. Le père Gabriel Arcangelo a été suspendu depuis le 7 décembre 2022, interdit de tout ministère public et interdit de rentrer en contact avec les mineurs. Je mesure l'importance de rendre public de telles décisions, avant tout pour protéger des personnes qui pourraient être victimes, a affirmé l'archevêque, invitant toute personne ayant des doutes sur des agissements de ce prêtre lors de son ministère en France, à en parler aux autorités compétentes. L'on se souvient, il y a plusieurs mois de cela, le rapport Sauvé estimait à environ 330 000 le nombre de victimes agressées, alors qu'elles étaient encore mineures. Ce rapport avait démontré l'ampleur de la pédocriminalité au sein même de l'Église catholique française depuis les années 50. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Nous en parlions encore depuis quelques jours déjà en rapport avec cette réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Union européenne, justement ce qui concerne l'élargissement donc de l'espace Schengen. Eh bien, la Croatie a pu faire son entrée contrairement à la Bulgarie et à la Roumanie qui a vu leur demande d'adhésion rejetée. Fondora revient ici avec plus de précision. Seule la Croatie pourra intégrer dès le 1er janvier 2023 le club des 26 États membres de l'espace Schengen. La Roumanie et la Bulgarie se sont encore vu la porte leur être fermée au nez par les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Réunie le 8 décembre dernier, l'Autriche avait déclaré qu'elle usera de son droit de veto contre les deux pays qui toquent aux portes de l'espace Schengen européen depuis un bon moment. En effet, alors que l'unanimité était requise, l'Autriche a mis son veto. Pourtant, voilà plus de 10 ans que les deux États, pourtant membres de l'Union européenne depuis 2007, bataillent pour intégrer cette vaste zone, au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager sans contrôle aux frontières intérieures. Convaincu que les routes migratoires passent désormais par la Roumanie, l'Autriche avait donné le ton dès mercredi dernier, précisant que les frontières de l'Union européenne ne fonctionnent pas face au péril de l'immigration illégale, proposant la mise en place d'une nouvelle échéance au printemps prochain pour la Roumanie et la Bulgarie. Toutefois, l'Autriche n'a pas été la seule à claquer la porte au nez de la Roumanie. Les Pays-Bas, qui ont longtemps jugé le pays trop corrompu pour intégrer Schengen, s'étaient finalement dit prêts à soutenir sa candidature ces derniers jours.
avant de refaire volte-face mercredi, estimant qu'il ne pouvait refouler la Bulgarie tout en accueillant la Roumanie. Prenons cette note à présent. L'Union européenne manque de capacité de défendre et bien sûr de protéger son pays en cas de conflit, a donc déclaré Josep Borrell. N'étant pas riche en armement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a considérablement épuisé les stocks d'armement de l'Union européenne et montré qu'elle manque justement de capacités de défense essentielles pour se protéger en cas de réel conflit, comme le martèle justement le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. En ces termes, je cite: « Nous manquons des capacités dont nous avons besoin pour nous défendre contre un niveau de menace plus élevé à cause d'années de sous-investissement. » Et puis nous parlons de toute autre chose à présent. Près de 28 milliards d'euros de contrats ont été signés le jeudi entre la Chine et l'Arabie Saoudite pendant la visite du président chinois à Riyad. Eh bien, s'était fait une série de contrats dans le domaine de l'énergie ou encore de la pétrochimie. Ici, Komabité revient avec plus de précision. Des compagnies saoudiennes et chinoises ont signé jeudi soir 34 accords d'investissement dans le cadre de la visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Royaume d'Arabie Saoudite, en présence du ministre de l'Investissement, Ling Khalid bin Abdulaziz Al-Fali, et des représentants d'agences gouvernementales liées au secteur dans lesquels les accords ont été signés. Les accords entre les deux parties couvraient plusieurs secteurs dans le domaine de l'énergie verte, de l'hydrogène vert, de l'énergie photovoltaïque, des technologies de l'information, de services clous, des transports et de la logistique, des industries médicales, du logement et des usines de construction. Pour la Chine, le royaume saoudien, comme une force importante dans un monde multipolaire, et attaché une grande importance au développement d'un partenariat stratégique global avec ce pays. Une visite de 3 jours, critiquée par les États-Unis, partenaire traditionnel du royaume saoudien. Ce que l'on sait, c'est que l'Arabie saoudite a entrepris ces dernières années d'élargir ses relations économiques et politiques. Il faut noter que la Chine est le premier importateur du pétrole brut d'Arabie saoudite et le royaume saoudien, quant à lui, est le premier exportateur d'or noir. Mais le prince Mohammed voit aussi la Chine comme un partenaire potentiel dans le cadre de son ambitieux programme de réforme visant à réduire la dépendance du royaume au pétrole. Les entreprises chinoises pourraient ainsi se voir attribuer des contrats dans les grands projets en cours, notamment dans le domaine de la technologie de surveillance très développée en Chine. De son côté, mercredi, Washington a mis en garde contre l'influence que la Chine veut gagner dans le monde entier, estimant qu'elle n'est pas de nature à préserver l'ordre international. Et puis donc la Russie a échangé avec Washington la basketteuse américaine Brittney Griner, emprisonnée pour trafic de cannabis, contre le célèbre marchand d'armes russe Viktor Bout, détenu justement aux États-Unis depuis déjà plus de 10 ans. Noira. La Russie et les États-Unis ont procédé à l'échange de la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue en Russie pour trafic de cannabis, contre le ressortissant russe Viktor Bout, qui purgeait une peine de prison de 25 ans aux États-Unis, notamment pour trafic d'armes. Selon Moscou, c'est le résultat de longues négociations menées entre les deux pays. Washington refusait catégoriquement tout dialogue sur l'inclusion du russe dans le schéma d'échange. Néanmoins, la Fédération de Russie continuait de travailler activement pour libérer notre compatriote, a noté le ministère russe des Affaires étrangères. Du côté de Washington, le président américain Joe Biden avait affirmé que les Émirats arabes unis les avaient aidés à faciliter la libération de leurs ressortissantes. Moscou et Washington discutaient depuis plusieurs mois d'un échange de prisonniers impliquant Viktor Bout et Brittney Griner. Cependant, plusieurs fois la Russie a reproché à Washington
de faire des déclarations publiques sur ces négociations alors qu'elles étaient en cours. Le chef d'État américain, de son côté, a précisé que Washington n'avait pas encore réussi à faire libérer Paul Whelan, un ancien soldat américain considéré par Moscou comme un haut gradé du renseignement en mission d'espionnage. Pour rappel, Victor Bout avait été arrêté en Thaïlande en 2008, notamment pour trafic d'armes. Il était détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Quant à la basketteuse américaine de 32 ans, arrêtée en février dernier, elle avait été transférée en novembre vers une colonie pénitentiaire en Russie afin de purger sa peine de 9 ans de prison pour trafic de drogue. La championne de basket américaine, Brittney Griner, a retrouvé jeudi la liberté en échange de celle du célèbre marchand d'armes russe, Victor Bout. Des images diffusées par Moscou l'ont montré quittant sa colonie pénitentiaire, puis à bord d'un avion. L'ex-président du Pérou, Pedro Castillo, a été destitué et placé ensuite sous détention provisoire après avoir tenté de dissoudre le Parlement. Selon les informations, il a fait une demande officielle d'asile au Mexique. Les précisions dans ce reportage. Comme une descente aux enfers, le Parlement du Pérou a voté la destitution du président Pedro Castillo. Ignorant l'annonce par le dirigeant de gauche de sa dissolution et l'instauration de l'état d'urgence. Sa destitution, pour incapacité morale, retransmise en direct à la télévision, a été approuvée par 101 des 130 parlementaires, dont 80 dans l'opposition. Ainsi donc, la Cour suprême péruvienne a ordonné jeudi 7 jours de détention provisoire à l'encontre de l'ex-président destitué par le Parlement. Les poursuites pour rébellion et conspiration viennent ainsi s'ajouter aux 6 autres enquêtes pour corruption ou trafic d'influence visant Pedro Castillo. Infractions dont sont également accusés des membres de sa famille et de son entourage politique. Pour trouver des preuves pouvant l'incriminer, des forces de sécurité ont effectué des perquisitions à l'aube à la présidence et dans certains ministères, notamment des enregistrements de caméras de surveillance au lendemain de sa tentative de dissolution du Parlement et de gouvernance par décret. Et très vite, sa vice-présidente, élue à ses côtés en 2021 et issue du même parti, Dina Boluarte, a été investie à la tête du pays quelque temps après. J'assume le pouvoir conformément à la Constitution du Pérou. À partir de ce moment et jusqu'au 26 juillet 2026, a déclaré devant le Parlement Dina Boluarte, avocate de 60 ans et désormais première femme à diriger le Pérou. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de l'Occident sur les antennes de For You Télévision Africa. Merci de nous regarder. Restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.